10 Belgische blauwhelmen moesten sterven, maar moesten ze dat echt? Het Rwanda-dossier is complex en politiek erg gevoelig. En dus is het voor Panorama dubbel interessant om een reeks ongemakkelijke vragen te stellen. In Brussel staat 1 gewezen Rwandese majoor terecht. Hij moet zich verantwoorden voor de moord onder meer op de 10 Belgen. De afgrijselijke moord in kamp Kigali, een kamp van het Rwandese leger. Maar het is twijfelachtig of met die ene man de kous van de verantwoordelijkheden helemaal af is. Collega Peter Verlinde worstelt al jaren met de vraag hoe het drama met de Belgen is kunnen gebeuren. Waar kwamen de anti-Belgische gevoelens vandaan? Waarom werden de Belgen ervan verdacht het presidentiële vliegtuig te hebben neergehaald? Hij verzamelde getuigen, ook getuigen die we nooit eerder hoorden. En hij zocht in de Congolese broese Rwandese rebellen op die misschien een rol zullen spelen in het volgende drama. Afite imyaka 13 nigaga akazi ko gusudira. Nari mu Rwanda n'imyaka 32 naracuruzaga. Muri 1994 navuye mu Rwanda niga ku kigo cy'inyamishaba muri agronomique mfite imyaka 25. Je m'appelle Nouboha Laurent et je suis colonel. Et en ce moment-là, en 94, j'étais le commandant du camp Kigali. Op 18 november 1993 komen de eerste Belgische blauwhelmen in Rwanda aan. Ze moeten er de vredesakkoorden van Arusha helpen uitvoeren. Een routineoperatie na een moeilijke tijd in Somalië. Hun eerste opdracht wordt de begeleiding van een bataljon rebellen tot in de hoofdstad Kigali. 28 décembre 1993. Vers 11h30, les autorités du FPR daignent embarquer. Il faudra encore plus d'1 heure pour former la colonne sur la route. Cela nous met dans les prix de 12h35 pour le début du mouvement. Tout se passe pour le mieux du monde. Les gens se massent parfois pour acclamer le convoi. Vers 14h30, nous pénétrons dans la zone de consignation des armes. Et ensuite, le passage tant redouté par le camp de réfugiés qui se passe très bien. L'entrée en ville sera pour beaucoup mémorable. Une foule enthousiaste attend le convoi de 80 véhicules qui s'étend sur une distance d'environ 4 km. L'ensemble du personnel qui participe à la mission se monte à environ 1200 militaires de l'ONU et environ 600 gendarmes. À certains moments, en ville, c'est du délire. Je réalise que si certains éléments voudraient faire du dégât, nous ne saurions rien y faire. Het bataljon van het Rwandees Patriotisch Front, het FPR, vestigt zich in het vroegere parlement, de CND. De top van de blauwhelmen haalt opgelucht adem. Opdracht volbracht. Kolonel Luc Marchal is kabinetsmedewerker geweest van defensieminister Léo Delcroix, een gerespecteerd officier en vertrouwenspersoon. In Rwanda wordt hij de nummer 2 van de blauwhelmen, de minuar. Les Belges étaient les seuls à posséder des véhicules et donc forcément, puisque le FPR partait d'une distance de 80 km, il fallait bien des éléments de la MINUA pour les protéger et les accompagner. Et donc, puisque seuls les Belges avaient des véhicules, ce sont les Belges qui ont été chargés de cette partie-là de la mission. Deuxièmement, forcément, les seules images qui existent de cette opération
ont été prises par les reporters du service d'information et c'est les seules images qui ont été projetées ici en Belgique. Et donc c'est un peu le sentiment que l'opinion publique a, que ce sont les Belges qui, je veux dire, qui ont participé à toute l'opération, mais encore une fois, c'était loin d'être le cas. Diep in het Congolese regenwoud opereren vandaag nog altijd 10.000 Rwandese strijders, in 1994 gevlucht uit hun land. Een van hun kolonels was zelf bij de intrede van de vijand destijds in Kigali als hoge officier in het Rwandese leger, de FAR. J'étais commandant du bataillon qui était sur place. Nous avons resté passer en toute tranquillité, conformément aux accords d'Arusha. Ils sont partis, mais l'atmosphère là à Kigali, dans la capitale, a automatiquement changé. Puisqu'il y a eu la panique, il y a eu un sentiment que vraiment c'était une façon de propulser cette force pour pouvoir prendre le pouvoir à Kigali. Je ne veux pas nier non plus qu'il y avait un certain climat d'animosité au début, mais ce climat d'animosité a sérieusement évolué vers un bien, et moi je reste convaincu que la grosse partie de la population avait finalement compris que le Rwanda avait tout intérêt à collaborer avec la MINUR en général et les Belges en particulier. Jean-Pierre Mugabe werkte destijds voor de inlichtingendienst van het Patriotisch Front, later als journalist. Nu is hij vluchteling in de Verenigde Staten. Après l'arrivée des 600 combattants du FPR au siège du Parlement, dit CND, qui était là pour pourvoir à la sécurité des officiers du FPR, au lieu d'y envoyer les 600 combattants seulement, Kagame a fait infiltrer plus de 3200 combattants du FPR qui étaient dans toute la ville de Kigali. « 31 janvier 1994. J'ai un entretien d'1 heure avec le président de la République. Il s'est informé des résultats de la zone de consignation des armes, s'inquiétant des nombreux incidents de ce dernier jour, demandant si nous pouvions y faire quelque chose. Il était bien informé de différents bruits circulant sur le FPR et m'a demandé ce qu'il en était. Je lui ai expliqué les différents contrôles que la MINUR avait mis en place au CND et que notre objectif est de pouvoir contrôler l'identité des militaires du FPR, mais que pour ce faire, il faut un budget pour payer les photos et les cartes elles-mêmes. Chaque fois que les camions du FPR se rendaient à Mulindi pour charger les vivres, le bois de chauffage et autres besoins de ceux qui se trouvaient à Kigali, au CND, ils chargeaient clandestinement les armes et les munitions. Bon, c'est beaucoup plus tard que j'en suis arrivé à la conclusion qu'en effet, il y avait de la part du FPR toute une politique d'infiltration, d'emport d'armes de manière à équiper certains noyaux, certaines milices locales. Concrètement, je n'ai jamais pu évaluer l'importance de cette importation d'armes illégales ou de combattants infiltrés. Mais il est un fait que, de facto, au mois d'avril,
Bon, moi j'ai pu me rendre compte que les effectifs du FPR à Kigali étaient quand même fort importants par rapport à ce que je croyais qu'il aurait dû être. Dat het Rwandese regeringsleger en de milities van de politieke partijen, de zogenaamde Interahamwe, zich dat voorjaar 1994 in het geheim versterken, trainen en bewapenen, dat is geen nieuws meer. Dat ook de rebellen van het Patriotisch Front hun oorlog voorbereiden, massaal maar ver weg van de camera's, dat weten we nu pas met zekerheid. « 19 février 1994, 7 heures du matin, arrivée de la délégation du ministre des Affaires étrangères. Avant midi, préparation du briefing pour le ministre des Affaires étrangères. Willy Klaas bezoekt de eerste en enige keer de Belgen in Rwanda. Bij de Rwandese president Habyarimana lijkt op dat moment de sfeer opperbest. Qu'est-ce que la Belgique a raconté à vous? Qu'est-ce que notre ministre vous a demandé? Beaucoup de secrets. Comment vous l'avez entendu? Beaucoup de secrets. Très bien, le message était clair. Eh bien voilà, bon voyage. J'espère que tout ça s'arrange bien. Parce qu'autrement, je ne saurais pas faire exactement et correctement mon devoir. Merci beaucoup. De boodschap van de Belgen, ook van staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Erik de Rijke, is goed begrepen. Zeker door de top van de partij van de president. Samen met de andere toppolitici te gast in de residentie van de Belgische ambassadeur. Mathieu Ngirumpatse staat vandaag voor het Rwanda-tribunaal in Arusha, beschuldigd onder meer van deelname aan de genocide. 10 jaar geleden kon hij nog wel met ons praten op een geheime plek in Afrika. L'attitude du ministre des Affaires étrangères, M. Klaas, n'a pas facilité les choses. Parce que quand il a passé à Kigali avant la mort du président, il avait invité les partis politiques. J'étais donc là, j'avais parlé avec lui. Il avait montré en fait que la Belgique semblait en avoir assez de ne pas faire un gouvernement le plus vite possible. Et d'après ce que j'ai appris en tant que président du parti, il avait littéralement menacé le président en disant que s'il ne prend pas l'initiative, ça risquait d'être très sérieux pour lui. Et les gens avaient été au courant de cela. 21 février 1994, 22h45. Le ministre des Travaux publics, Félicien Gatabazi, est assassiné chez lui. Un gendarme est également tué et 2 autres blessés. Le secrétaire général Gatabazi du PSD a refusé le matin et vers la nuit, il a été invité à retourner à l'hôtel des 1000 collines pour discuter avec les officiers du FPR. De retour chez lui, il a été fusillé. Il a été tué devant sa porte. Alors, j'ai mené des investigations. J'ai été informé que la fille qui conduisait un taxi, Dinodo émérite, qui a conduit les militaires du FPR qui ont tué Gatabazi, a été tuée par les agents du FPR. Quelques années plus tard, on a vraiment appris que le ministre Gatabazi avait été assassiné par le FPR.
j'avais beaucoup de confiance et d'espérance dans cette visite. Malheureusement, elle s'est terminée un petit peu en catastrophe. Je me souviens bien que le ministre Klaas a dû être évacué dans un véhicule blindé et donc que l'effet ou l'action qu'il aurait voulu avoir pendant sa présence a quand même été sérieusement tronquée par les événements. On était bien conscients, quand je dis on, le général Dallaire et moi-même, que le moindre incident risquait de mettre le feu aux poudres et de réamorcer le conflit ouvert entre le FPR et les forces gouvernementales. Bon, je crois qu'une seule chose qu'on doit reconnaître, c'est qu'on n'a pas lésiné sur le nombre de signaux alarmants qu'on a envoyés, le général Dallaire vers New York, moi-même vers la Belgique, et il est un fait que rien n'est venu en retour. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties was toen de Egyptenaar Boutros Boutros-Ghali. 13 jaar later wil hij wel praten over de stilte van toen. 1. Nous ne disposons pas de troupes. 2. Nous ne disposons pas de moyens financiers. 3. Nous ne disposons pas des moyens pour transporter ces troupes. Donc il vous faut l'accord, 1. du Conseil de sécurité, pour mettre à votre disposition les fonds nécessaires, les moyens financiers nécessaires. Il faut obtenir l'appui de notre État qui mettra à votre disposition les avions pour transporter ces troupes. Il vous faut l'accord des militaires, des différentes troupes. Il se peut que les États qui viennent du Bangladesh ont des armes différentes ou ont un armement différent de ceux qui viennent du Ghana. Il faut rassembler tout ce monde. C'est une opération extrêmement difficile. Les Nations Unies, jusqu'aujourd'hui, ne disposent pas de véritables casques bleus. Le peu qui avait été prévu n'est même pas arrivé sur place, puisque initialement la Quick Reaction Force devait être composée de 22 véhicules blindés, et il y en a royalement 8 qui sont arrivés au Rwanda, et sur ces 8, le 7 avril, il y en a encore 5 qui étaient en mesure de rouler. Donc, de tous côtés, finalement, on a rogné les ailes et les possibilités de la Minuar, avec aussi en parallèle une situation qui, sur le plan sécuritaire, s'était fortement dégradée. Plus de 50% de mes effectifs étaient quotidiennement employés, utilisés à assurer des sécurités rapprochées d'autorités, ce qui initialement n'était pas du tout prévu, puisque mon rôle principal c'était de rechercher les armes illégales et de créer par ce biais-là un véritable environnement sécuritaire à Kigali, de manière à pouvoir mettre en place ces fameuses institutions de transition.